Allô tout le monde, salut François Petitgros, merci d'être là. Ben merci à vous de l'invitation. T'es vraiment gentil pour vrai de prendre du temps, t'es un rappeur chic. J'avais tellement hâte de le dire. Donc c'est tout? J'ai fait le gag à Marie-Ève en plus la dernière fois où on s'est rencontrés. Je disais que j'avais choisi un drôle de métier en tant qu'animateur radio, de m'être niché dans le rap parce que la radio, il y a des humoristes qui sont entrés dans ce métier-là puis qui font de la radio aujourd'hui, puis que là, maintenant, le rap est à la radio, donc mon combat, il y a comme plus lieu d'être. Non, mais au moins, tu représentes quand même ton milieu, ça, c'est vraiment cool. Ouais. Puis pour vrai, tu t'exprimes très, très bien, fait que, en tout cas. Pour quelqu'un qui fait du rap. Ouais, c'est ça. Ben, écoutez, si ça peut encourager certains, il faut savoir que ça fait 16 ans maintenant que je fais de la radio, puis m'exprimer comme tu viens de me le qualifier de cette manière-là, ben ça, c'est le combat d'une vie. Je suis quelqu'un qui a débuté, qui était très timide, très réservé. Je bégayais mes premières émissions. C'était très, très, très difficile pour moi, étant quelqu'un d'introverti. Puis aujourd'hui, ben ça me permet de me réaliser à travers ce que j'ai appris là-dedans. Fait que c'est un mal pour un bien, comme on dit. Ouais. Ben, c'est vraiment un beau message de un, puis deux, c'est difficile à croire, fait que bravo. Merci. Bravo. Merci. Bienvenue à Deux filles le matin, la nouvelle version. Non, pour vrai, vite, je rappelle le concept, puis je le rappelle aux gens qui nous écoutent ou ceux qui nous écoutent pour la première fois. Fait que c'est ça, on invite des gens sur qui on a un crush, sur qui on a envie de... Qui on a envie de voir. Check là, la petite énervée! Les yeux de ce gars-là, tu sais. Des personnalités plus, oui, publiques connues, mais que nous, on aime beaucoup. Puis, on leur invite à nous raconter la fois où ils ont eu la chienne de leur vie. Fait que là, je sais, vous autres, vous connaissez. C'est ça, vous connaissez déjà de rap. On a eu l'occasion de se rencontrer dans le cadre d'un autre enregistrement et c'était la première fois qu'on se rencontrait, Marie-Ève. Ah, OK, vous n'êtes pas jamais... Non, c'est vrai. Non, mais... Non, mais vu ton background de rap, Marie, je pensais que peut-être vous aviez déjà fait la scène ensemble ou un truc genre. On a eu un match Tinder, puis c'est là qu'on a décidé de faire venir Marie-Ève avec sa famille pour l'enregistrement du podcast. Ça, c'est un bon match, c'est cool. Ça fait 5 jours qu'on se connaît, pour vrai, dans la vraie vie. Ah ben Colin, écoute, nous aussi, on vient tout juste de se connaître. Donc, d'abord, allons-y tout de suite dans le vif du sujet. François, est-ce qu'il y a une fois où tu as eu la chienne de ta vie? J'aimerais ça que tu nous la racontes. Absolument, puis elle est un peu particulière parce que j'ai pas eu peur sur le moment. J'ai eu peur 3 mois suivant l'événement qui m'a donné la peur bleue, la chienne de ma vie, de perdre ma jambe gauche. Ouais, c'est dans un accident de football que c'est arrivé. Pour vous faire une histoire courte, j'avais à ce moment-là 21 ans. Et je venais tout juste de quitter le cégep. Je réussissais très bien à l'école. Par contre, j'avais réalisé que je me tournais les pouces. Alors, j'ai quitté très tôt le cégep, ce qui m'a forcé pour continuer à jouer au football, qui était une de mes passions quand j'étais jeune, à jouer dans une ligue senior. Puis les filles, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la différence entre une ligue scolaire, même si on parle d'une ligue collégiale, et une ligue pour adultes. C'est là qu'on distingue les hommes des enfants. Ben là, le petit gabarit encore, jeune homme, puis monsieur, ton man bod, là, tu sais. Exactement. Une ligue senior, moi, dans la première image de con, c'était des personnes âgées qui jouaient au football. Bon, il y a pas de marchette, il y a personne avec des cannes et avec des béquilles, mais je vous confirme que j'ai pas eu le choix personnellement d'en utiliser par après parce que ce qui est arrivé, dans le fond, la veille de ce match-là, il y avait le spectacle de I Am, le légendaire groupe de rap français à l'Agora.
On avait passé une super belle soirée. Ça avait été la fiesta jusqu'aux petites heures du matin. Ça faisait longtemps que je rêvais de voir ce groupe-là sur scène. J'ai rencontré d'ailleurs à la fin de cette soirée-là, Jim, durant une partie de la soirée, un ami qu'on a en commun, stratège avec Marie-Ève. Puis stratège qu'on a déjà reçu. Ah oui, dans le podcast. Ben oui. Oui. Et puis, je pensais que tu allais me dire, je te coupe, je m'excuse, je pensais que tu allais dire que tu avais rencontré Petit Frère. J'en ai un, mais j'ai pas rencontré celui-là encore. Et puis, le lendemain, je me présente sur le terrain, il est peut-être 10 heures, je me souviens de m'être couché, il est peut-être 4h30 du matin et je te dirais qu'à peu près 50% de l'équipe de football au grand complet était au show de I Am la veille. On s'entend, les gars sont déshydratés, sont fatigués. Il fait un soleil de fou. On joue en plein été en plus. Lorsqu'on joue dans une ligue senior, on n'est pas la majorité du temps en période d'automne, donc c'est très, très chaud. Et c'est pas compliqué, il n'y a rien qui fonctionne. Je lance les ballons d'un numéro, les gars échappent les balles. On court avec le ballon, on n'avance pas. La ligne de mêlée, ça pousse. Ça avance pas. Le Minotaur, c'était le nom de notre équipe à ce moment-là, a beaucoup de difficultés. Est-ce que c'est les deux équipes qui sont hangover ou juste vous? Non, ça donne que l'équipe qu'on affrontait cette journée-là, c'était les Mercenaires, une équipe qui regroupait des militaires de Valcartier. On s'entend? Il y avait une très, très grosse différence en termes d'énergie sur le terrain. Ben oui. Et la première demi est catastrophique, il n'y a rien qui fonctionne et on s'en va à la mi-temps. On perd 31-0. C'est vraiment pas drôle. Oui, c'est drôle. Oui, effectivement, aujourd'hui, quand j'y repense, c'est un peu drôle. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est à quel point on peut prendre des mauvaises décisions quand on n'est pas un esprit sain dans un corps sain. Ayant l'intention de sauver mon équipe, j'organise ce qu'on appelle en anglais dans les termes de football un tricky play, un jeu truqué pour le retour, le premier jeu qu'on va faire au retour de la demi. Mon objectif, c'est de faire un gros jeu qui va inspirer mon équipe et nous mener vers une victoire certaine. Je suis corps arrière dans mon équipe de football et je prends la décision de changer de position. Je suis un gars qui a un bon potentiel en termes d'athlétisme et d'aérospatial. Je joue aussi comme receveur de passe. Et le deuxième corps arrière de notre équipe, qui est le remplaçant, c'est un gars qui est 6 pieds 4, 250 livres. Il s'appelle Jean-Michel Bouzy. Je le salue. What up, dog? Marie-Ève, je te le présenterai. Tu l'adorais. Si ça fonctionne pas pour notre date, ça va sûrement fonctionner avec Jean-Michel. Jean-Michel. Je salue mon chum en passant. Ouais, pauvre lui, on lui donne pas la vie facile. Et Jean-Michel embarque sur le terrain comme corps arrière au début de la deuxième demi. Et le jeu est simple. Il fait semblant de courir avec le ballon parce que c'est un gars qui a le physique de l'emploi pour vendre à l'autre équipe que c'est le jeu qu'on va faire. Et puis, moi, comme j'ai été laissé de côté, je suis le petit qui en arrache depuis le début de la partie. Je vais en profiter pour courir du côté opposé où est-ce que lui s'élance pour m'en aller dans le fond du terrain. Et puis là, il me lance le ballon dans le fond. J'ai le champ libre. Il n'y a personne. Je suis persuadé que le jeu va réussir. Sounds like a good plan. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage, comme on disait dans le film. Ce qui devait arriver arriva. Jean-Michel lance une balle qui est flottante. Et là, je cours et je me rends compte que la balle franchira pas la distance où moi je suis rendu. Alors, je ralentis ma course.
jusqu'au point où je dois m'arrêter et sauter le plus haut possible pour aller chercher le ballon au-dessus des joueurs défensifs. À ce moment-là, j'ai déjà un demi-défensif qui est en train de me frapper dans les côtes et j'en ai un autre qui s'en vient pour me frapper dans les jambes. J'attrape le ballon et je retombe. Et là, il y a empilade. J'ai attrapé le ballon. On a un premier jeu. L'arbitre le confirme. Il tasse tous les joueurs, mais j'ai ressenti une espèce de chaleur dans ma jambe. Je comprends pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Et là, Louis Prosper, que je salue aussi, qui est notre porteur de ballon, il pèse 250 livres et plus. Louis, 5 pieds 10, c'est une méchante pièce. Puis il tasse tous les autres joueurs, puis il dit là, laissez-les de là, puis il me regarde dans les yeux. Puis moi, je connais ce gars-là depuis ma tendre enfance parce que sa mère restait dans l'appartement en bas de chez moi lorsque j'étais à l'école primaire. Et comme un grand frère, il me regarde et dit « Bouge plus, on va s'occuper de toi. » et je suis inquiet, je baisse les yeux, je regarde ma jambe, encore tout fier d'avoir le ballon dans les mains puis d'avoir attrapé mon fameux jeu de passe qui devait relancer mon équipe. Et finalement, j'ai le genou à 45 degrés au bas de ma cuisse et je ne suis plus en mesure de bouger ma jambe. Les arbitres appellent ce qu'on appelle les soigneurs et rapidement, on fait signe à l'ambulance pour venir me récupérer. Mais t'as-tu mal? J'ai pas mal à ce moment-là. On m'embarque sur la civière et on stabilise mon genou. Et là, je lance un cri de mort parce que là, je réalise qu'est-ce qui vient de se passer. Puis pour la première fois, la douleur me frappe. On me transporte à l'hôpital. J'ai été transporté sur le brancard, peut-être sur 250-300 mètres. C'est extrêmement douloureux. Puis en arrivant à l'hôpital, je rentre en traumatologie directement. Puis on me plug sur la morphine. Est-ce que tu as encore le ballon dans tes mains? Est-ce que tu tiens toujours le ballon? J'ai lâché le ballon à ce moment-là. Par contre, on m'a donné le premier jeu, puis la partie a repris, puis je te confirme qu'on n'a pas gagné. Mais ce qui m'a donné la plus grande peur, finalement, puis je suis très, très, très heureux que cette peur-là, je ne l'ai pas vécue sur le moment. Parce que sur le coup, c'est tellement douloureux, ton cerveau, hormonalement, il s'organise pour que tu décroches complètement. Ouais. Arrivé à l'hôpital, je suis plugué sur la morphine et pendant 48 heures, je suis en traumatologie. Mon sang ne circule plus dans ma jambe. On m'opère et je me souviens d'ailleurs, même en traumatologie, les infirmiers, les infirmières ne comprenaient pas. Moi, j'étais bien buzzé sur la morphine. J'étais en trip bouffe parce que là, j'avais quasiment pas mangé depuis mon spectacle la veille. Je me suis commandé du Saint-Hubert en plein milieu de la salle de traumatologie de l'hôpital. Et puis, on m'opère 48 heures après. L'infirmière me dit « Bon, ben tu commences à prendre du mieux, tu devrais avoir ton congé. » Durant ces 4 jours-là, moi, je suis sur la morphine, à peine conscient. Je sors de là encore dans les vapes d'Ilodide et je sors de la maison. Puis, j'ai pas l'impression qu'il m'est arrivé quelque chose de plus grave qu'une foulure. Tu sais, je sais que j'ai été opéré, que j'ai des vis dans mon genou, que j'ai maintenant une plaque, que mes ligaments ont été raccrochés. Mais je me promène dans la maison encore avec mes béquilles, puis je suis tombé dessus 2-3 fois. C'était vraiment douloureux. Puis il y a un moment où ma mère m'a dit là, tu vas arrêter de te faire à croire que t'es pas blessé. C'est grave ce qui t'est arrivé. Là. T'as beau avoir 21 ans, t'es blessé gravement. Et là, le travail de recouvrance commence et 3 mois suivants mon passage à l'hôpital, je m'en vais faire mon premier rendez-vous de suivi avec le docteur Marquis, l'orthopédiste qui m'a opéré. Et le docteur Marquis a un médecin résident avec lui. Et puis, lorsqu'on est dans la salle, il dit à son résident « Ah, monsieur Petitgrou, je suis content de vous voir. Hey, lui, il nous a fait peur. » Puis là, moi, je suis dans ma chaise roulante. Comment je vous ai fait peur? Là? Je suis toujours bien juste rentré à l'hôpital parce que je m'étais blessé au genou.
Il dit, là, je pose la question, je dis, pourquoi vous dites ça? Il dit, j'étais pas certain du résultat de l'opération. OK. J'ai pris un guess. Il dit, je t'ai opéré, mais ton sang circulait plus. J'hésitais entre te traiter pour une éventuelle gangrène, là, quand ton sang circule plus puis qu'on doit couper le bas de ta jambe, ou je faisais l'opération orthopédique puis je me croisais les doigts en me disant, j'espère que ça va reprendre. Sinon, on va avoir fait l'opération pour rien, mais on va être obligé de le ramener ici dans une couple de jours. Pour une amputation. Pour une amputation. Un peu bizarre à dire, comme un patient qui vient de subir ça. Il me semble, le docteur, il y a un petit manque de délicatesse. C'est beau travail, mais quand même, je ne sais pas si moi j'aurais dit ça. Absolument. Puis sur le coup, j'ai eu vraiment de la difficulté à réaliser qu'est-ce qui venait de me dire. Sauf que la période où j'ai fait mon rétablissement en termes de physiothérapie, l'année et demie qui a suivi, parce qu'il faut comprendre que j'ai été pratiquement 9 mois en chaise roulante suite à cet accident-là. Après ça, un bon 6 à 9 mois de béquille pour en arriver à faire une dernière transition avec une canne. Ça a été 2 ans de réhabilitation. J'ai réussi par la suite à dunker encore un panier de basket. J'ai réussi à refaire du sport. Bravo. Mais je suis pas certain que j'aurais réussi à refaire tout ça si dans mon esprit, au moment où je l'ai vécu, on m'avait dit, tu vas peut-être perdre ta jambe. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Oui, oui. Le mental. C'est comme la peur d'avoir peur. Mais comme quand il disait que ton sein ne circulait plus, tu comprenais pas où est-ce qu'ils s'en allaient avec ça, eux autres, là. Mais non, jamais j'aurais pu imaginer qu'après un match de football, je puisse en arriver à avoir une blessure qui fasse que j'en perde ma jambe. Pour moi, je fais partie de la génération Nintendo, je fais de la génération qui fait partie du en haut, en bas, start, select, AB, AB, en haut, en bas, t'as 100 vies, là, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais, ben, une chance que tu avais comme cette innocence-là, parce que j'avoue que tu l'aurais peut-être trouvé plus raide. Parce que quand Marie-Ève m'a lancé l'invitation, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui pouvait être ma plus grande peur. On en a discuté ensemble. Puis j'ai réalisé que finalement, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Je tombe en état d'hypervigilance dans des situations stressantes. Mettons, je me sens menacé ou quand je suis allé chercher ma licence de parachutiste solo, il a fallu que j'appréhende puis j'apprenne à découvrir puis à me familiariser avec cet état d'hypervigilance-là que tu vis lorsque la peur se manifeste concrètement. Mais est-ce que j'ai peur d'autre chose? C'est que t'as pas de phobie, t'as rien. Ben, comme on avait discuté précédemment, sinon, la seule autre chose qui me fait peur, mais qui me répugne davantage qu'elle me fait peur, c'est... Attends, c'est souvent ça, hein, la ligne est mince, vas-y. Oui. On essaie de deviner en même temps, Nadine, OK? On dit en même temps. Les serpents. Allez-y. Serpent. Araignée. Araignée, exactement. Puis ça, je pense que c'est un traumatisme générationnel qui vient avec la sortie du film Arachnophobie. À l'époque. Parce que les Candyman de ce monde, les Freddy, les Jason, je les aime, moi. Je pense que ça fait partie du décorum, de l'imagination, puis la lumière a besoin de l'ombre, mais arachnophobie, ça a laissé une petite trace de ouais, je suis d'accord avec toi. Mais tu dis ça, sauf qu'il y a plein de monde qu'on a reçu à date qu'ils ont vraiment pas les peurs comme à la même place. Là. Tu sais, tout le monde est différent. C'est ça qui est cool aussi à voir. Là. Puis il y en a qui ont appris à connaître la peur à cause des films d'horreur. Tu sais, toi, tu trouvais ça cool, mais il y en a là, qui ont vraiment appris à avoir peur à ce moment-là dans leur vie. C'est grave, là. C'est là que tu as peur pour la première fois. C'est fou. Puis je pense qu'on a eu
une belle période, nous, en termes de production de films épeurants. Là, pour ceux qui sont dans ma génération, là, moi j'ai 39 ans, pour ceux qui ont connu les années 80-90, me semble-t-il qu'il y avait quelque chose d'encore plus terrifiant dans le manque d'effets spéciaux. Ben, c'était tout du jamais vu aussi. Tu sais, on avait eu cette conversation-là aussi avec c'était Simon. Ouais. Simon Rousseau, ouais. Simon Rousseau, le comédien. Mais lui aussi, là, tu sais, c'était ça. Puis c'était comme tous les Freddy, les Jason. Tout ça, c'était tout du jamais vu, là. Fait que c'était épeurant aussi, là. Parce que sinon, là, ce qui me fait le plus peur, je vous dirais, là, c'est que le monde reste dans sa perpétuelle division, comme dans lequel, comme ce qu'on vit en ce moment, en termes d'actualité, en termes de circonstances et de contexte politique avec la Russie, avec la Chine. Je me dis quand est-ce que la planète va finir par travailler ensemble pour s'assurer qu'on puisse prospérer dans des circonstances où ça se réchauffe, puis il faut vraiment qu'on s'adapte pour être en mesure de mieux vivre en respect avec l'environnement, puis de s'assurer que tout le monde puisse vivre bien, là, tu sais. Mais bon. Je veux pas être plate, mais retiens pas ton souffle. Ouais. Non, mais moi, c'est fou, l'éco-anxiété, là, comme c'est un peu ça que tu décris aussi, là. Puis on dirait que ça m'avait jamais touché avant d'avoir des enfants. Tu sais, on est né un peu comme dans l'abondance, tu sais, ces grosses années-là, justement, 80-90, là, et nos parents, tu sais, je sais pas, moi, mon père, là, je le regardais jeter des pneus dans le fleuve, là, tu sais. Ben, c'est là que ça va, là, tu sais, on fait pas brûler ça dehors, franchement, on met ça dans le fleuve, tu sais, c'était comme... Fait que c'est une autre mentalité, là. Je me souviens d'être déjà allé à la pêche aux pneus dans le lac où le frère de ma mère avait un chalet. Mais c'est vrai que c'est quelque chose des choses dont en tout cas, sans vouloir nous déresponsabiliser, je pense qu'on était beaucoup moins sensible à ça à l'époque. Mais là, clairement, maintenant, aujourd'hui, avec la technologie, de l'information, on est au courant super rapidement de ce qui se passe chez le voisin, mais également à l'autre bout du monde. Puis c'est la même chose pour eux là-bas qui vivent dans des conditions qui sont plus difficiles. Eux aussi ont accès à l'information et ils sont conscients du niveau de vie dans lequel on se situe. Puis c'était le passage du chat. Comment alléger un propos? François, où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Ben, écoutez, dernièrement, j'étais à la radio Boulevard 102.1 à Québec pour Leclerc Communication où j'animais le collectif Rap Québec. Malheureusement, l'émission s'est terminée. Ils ont décidé de passer à autre chose pour le mois de mars. Alors, j'en retourne à mon objectif de départ. Je veux relancer mon podcast qui sera le dérivé d'une émission de radio que j'ai animée pendant 3 ans et demi, qui était la première quotidienne rap à la radio de l'histoire du lundi au vendredi. Je veux faire tourner un site web autour de ça aussi. Puis en attendant, mais je continue à travailler comme journaliste à la radio ici au FM Charlevoix. Et puis, vous risquez aussi de me voir pas très loin du resto chez Tonton prochainement, qui est un resto que je vous invite à venir découvrir à Québec. Ben, mais c'est un de mes prochains stops à Québec, ça c'est sûr. Il m'en a tellement parlé. Excellent. Il me l'a vendu. On t'attend avec grand plaisir. Amène tes enfants à la COVID. Qui tu Mange pas de la journée, pour vrai. Mange pas. Pour vrai, j'ai adoré ton histoire parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui a peur après. Oui, c'est vraiment psychologiquement troublant, là. Ça existe pour vrai. C'est un peu comme un PTSD, là, ce que tu as vécu. Absolument. Puis, je trouvais que c'était, ça sortait de l'ordinaire. C'est un peu comme lorsqu'on parle de l'effet placebo. Là, c'est là que tu te rends compte de la force de ton esprit. Puis, tout part d'ici. Tout part d'ici. Ouais, c'est hyper pertinent. Puis, mais je me demandais, juste comme ça, avant de terminer, une question. Là, est-ce que maintenant, tu as peur d'avoir peur plus vite à cause de ça, vu que tu l'as eu une fois?
Au contraire, je te dirais maintenant, c'est addictif dans le sens où quand ça me fait peur, pour moi, c'est un indicatif que c'est la voie à suivre, que c'est la trail dans laquelle je dois m'engager. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la chanson, mais je pense que ce serait le fun de se laisser là-dessus. Karim Ouellet a fait une apparition sur l'album d'un gars qui s'appelle Neto Youth. Ils ont fait une chanson ensemble qui s'appelle Comme des fous. Et dans le refrain, ça chante toujours aller où le vent souffle de face. Et c'est ma philosophie de vie depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années maintenant. Ben, écoute, je n'ai pas écouté cette chanson-là. C'est sûr que je m'en vais faire ça après. Puis je trouve que il peut pas avoir un meilleur mot de la fin. Fait que je te remercie infiniment, François Petitgros. Puis, ben, wow, merci. Nadine, Marie, c'est un plaisir. Tout le temps, tout le temps. On se voit bientôt, j'espère. Absolument. Je vais partager ça sur mes réseaux sociaux, histoire de vous envoyer toute ma gang d'amis sur les réseaux. Oh my God, t'es hot. Merci. Merci. Bye. Merci à toi. Bonne journée. Salut, Martin. Bonne merci.